Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cet épisode littérature qui sera consacré à l'album que j'ai déjà oublié le titre en français. Non, mais c'est, tu sais, quand la traduction est tellement différente de l'anglais au français. Donc Ah là, ouais. en anglais, c'était Crash Zone. En français, c'est À situation désespérée. Voilà. Donc, dans la série de la Haute République, là, plus jeunesse, là, qui se sous-titre Les Aventures. Ici Francis en direct de Québec et vous aurez reconnu John Sparrow en direct de Vancouver. Ça va bien, Jean? Ah, salut Francis, bah oui, ça va super, là, très content, vraiment très content de te retrouver pour cette émission-là, parce que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré ensemble, enfin un petit 2-3 semaines, quoi, et ça me manquait, donc ouais, très Eh content. bien, on a pas du pain sur la planche entre comics et romans. Il sort quand même quelques trucs là, dans les semaines à venir et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais disons qu'avec un certain film qui sort dans un certain temps, on s'attend peut-être à des petites cachotteries. Là. Aujourd'hui, je pense que c'est les Lego qui ont été dévoilés justement dans le lien avec le film. Donc, Mhm. sûrement que la littérature va suivre. On salue nos partenaires de Star Wars Littérature Québec. Je vais passer rapidement parce qu'on va y revenir tout de suite après. Donc, Jean, un petit WhatsApp Ah, récent. oui, bah, WhatsApp, mais on fait enfin, j'ai plus de WhatsApp dans la liste que d'émissions qu'on enregistre. Oui, oui. Donc, Ah, pour expliquer aux gens, parce que Jean se note ses éventuels WhatsApp là, pour pas avoir jamais rien à dire. ouais, non, Donc, mais ouais, c'est toujours un plaisir de vous partager ce qu'on fait de Star Wars. C'est vrai que oui. c'est une super idée, ces WhatsApp-là. On aimait ça déjà en tant qu'auditeur, mais quand on est chroniqueur, c'est encore plus kiffant, quoi. Et donc là, déjà, on est à jour au niveau comics. Et je peux te dire que, alors, on avait discuté ça sur le Discord. Bah, en canon comics en ce moment, là, je vais citer les séries qui ont bah, plus ou moins terminé, mais Jedi Knight qui a terminé récemment. Donc j'ai appris qu'il n'y avait que 10 numéros comme la série Kylo Ren. J'étais surpris, je pensais que c'était des ongoing, des Ouais, régulières. Kylo Ren, c'est 12 ans, je pense. Voilà, voilà 12, 10 ou 12, je sais plus. Oui, 12. Ouais, Jedi Knight, c'est 10. Kylo Ren, Voilà. c'est 12. Ouais. Ouais, voilà, donc un peu déçu de les voir finir ces deux séries, parce que c'est deux séries que j'ai beaucoup appréciées. Docteur Aphra 2025, Chaos Agent, on a appris que la série s'arrêtait au bout de 5 numéros, alors que, Ouais. bon, on en Ça, c'est une parlera. vraie. Ça, là, on peut démystifier la chose, c'est une vraie cancellation. OK? Oui. C'était supposé être une série ongoing. Ça avait été Mhm. annoncé en grande pompe comme une série ongoing. Donc, on n'a pas le détail de l'histoire, mais on peut supposer que les ventes étaient peut-être pas au rendez-vous. Et c'est dommage parce que ben, on critiquera le tome, l'unique tome qui sortira de cette série, mais ça se finit sur un cliffhanger ultra, ultra appétissant, quoi. Donc je Mm. suis un peu déçu et c'est dommage. Mais après, ouais, tout ce qui est Boba Fett, Black, White and Red, même tous les, comment on appelle Oui, ça? Han Solo, la poursuite du faucon, je ne Oui, sais pas comment ça va être traduit. Là, en anglais, c'est Hunt for the Falcon. ouais, c'était très, très Donc, bon ça aussi, enfin, la très chasse au sympa. faucon. Voilà. Tous les Hyperspace Story, là, tu avais Codebreaker, Tales from the Nightlands, Tides of Terror, qui ont toutes terminé. Je les ai toutes trouvées Ouais. sympas, au minimum très sympathiques, au mieux vraiment excellentes. Et le premier numéro même de The Bad Batch, Rogue Agent, ben, j'ai trouvé pas mal du tout. Donc, il n'y a que Star Wars 2025, la série régulière, qui continue malheureusement, que je trouve un peu en deçà. Mais tout Mm. le reste, je trouve ça très très bon. Et récemment, moi, j'ai lu aussi le graphic novel. Donc, c'est le tome qui est sorti directement de Young Jedi Adventure, qui est un peu Ouais. l'adaptation de la série Young Jedi Adventure, les petits Jedi, sous-titré The Training Session, qui est écrit par, alors il y a Dave Shade, qui est un auteur de Star Wars Adventure, donc qu'on connaît déjà OK. dans Donc, les tu comics. confirmes que c'est vraiment plus une adaptation, c'est pas de l'inédit. Non, non, alors c'est de l'inédit, voilà. Et bah, OK. juste pour finir, donc il y avait Dave Shades et Daniel Roseholder qui fait une des trois histoires, parce que voilà, ça prend trois petites histoires à la manière de la série, sans être une adaptation de la série, donc c'est des trois histoires inédites. Et le dessin, c'est Andy Duggan, qu'on reverra, qu'on a déjà vu déjà dans Hyperspace Stories aussi, et qui donc rassemble trois petites histoires très très sympathiques, vraiment, c'est super cool, sachant que les deux meilleures histoires, mes deux préférées pour moi, c'est celle de Dave Shade et la seule de Daniel Roseholder. Je la trouve un peu en deçà, encore une fois, c'est pas pour être méchant pour Daniel Roseholder, mais franchement, le gars, il est vraiment en Je dessous-pied. pense qu'on n'a pas besoin d'être méchant. C'est ça Ouais, la nuance à apporter pour les auditeurs qui nous trouveraient méchants, là. ouais, parce qu'on Il arrive. y a même pas besoin d'avoir de mauvaise foi ici. On constate, voilà, on constate que son écriture, quand on compare aux autres, on le verra ce soir encore une fois, ben c'est vraiment en dessous des autres, quoi. Bref, mais c'est très cool, c'est 12 €, 12 $ par contre chez nous, chez Dark Horse, et pas d'annonce française encore pour ce Young Jedi Ouais, Knight. c'est très, on sait pas où est-ce que Panini va bien pouvoir insérer Non ça, plus. s'ils le font, parce que là, on est vraiment dans du jeunesse de jeunesse.
Même Ah oui, l'album oui, qu'on oui. va critiquer ce soir, pour vous donner une idée, c'est tagué 8 ans et plus là, par Dark Horse. Mmh. Alors que chez Marvel, je pense qu'on est dans du 12 ans et plus, là, en général. Ouais. Ah là, c'est Et plus jeune, ouais. ouais, c'est ça. Alors que là, les jeunes Jedi, on est dans du beaucoup plus jeune. Ah oui, oui, oui. Donc, je serais pas surpris qu'on le voit jamais en français, du moins chez Panini, là, à moins Mmh. qu'un autre là, reprenne l'idée. Parce que c'est sûr, ça peut être mixé aussi. Tu sais, il y avait eu un autre, je crois que c'était dans un Free Comic Book Day. Il y avait eu un autre comics là, sur les jeunes Jedi à un Ah ouais, moment. oui, tu fais bien de le préciser. En fait, sur les 3 numéros, les 2 de Dave, Shade, ce sont les 2, Free Comic Book Day 2024 et 2025 qui étaient Ah, sortis tout OK. comme ça, qui Fait ont que c'est un qu'ils genre ont d'anthologie. voilà, c'est une anthologie et celle de Roseholder, c'est une, aventure originale qui vient un peu OK. compléter ce tome. Et c'est des stories, c'est des numéros plus longs, hein, c'est plus de 20 pages, donc ça va faire quoi? 80 pages en tout, donc 2, 4, 6, ouais, 25-30 pages OK. par histoire. C'est relativement sympa, c'est dessiné vraiment pour les tout petits, il y a pas beaucoup de lecture, sauf pour celle de Daniel Roseholder, encore une fois, il a pas compris que c'était pour les petits. Ah! C'est Ah ouais? fou! Bon, C'est fou! OK. Ah, le gars, D'ailleurs, mais peut-être que ça va être les parents qui vont lire le texte. ouais, voilà, c'est ça. Mais non, c'est très sympa, Bref. voilà, on conseille. Ben, excellent, Jean. Écoute, de mon côté, moi aussi, il y aurait toute une panoplie de WhatsApp. Il y a eu des sorties, entre autres, au niveau de la collection de casques ou des choses comme ça. Mais écoute, je ne pouvais passer sous silence notre participation à un événement de Star Wars Littérature Québec. Donc, c'était un événement au centre, c'est quoi? Eux autres, ils l'appellent le Colisée Vidéotron à Trois-Rivières. Donc, c'est vraiment une journée, une thématique Star Wars, là, où est-ce que l'équipe de Trois-Rivières affrontait une équipe américaine de je ne sais plus où, quelque part aux États-Unis. Mais bref, comme ceux qui ont l'écran là, voient peut-être des petits sabres laser, ils ont quand même distribué 1000 petits sabres laser et c'était de la qualité. Moi, je m'attendais à quelque chose de cheap. Là. C'était quand même 1000 petits sabres laser aux 1000 premiers arrivés. Écoute, puis tout était là, thématique. La chanteuse des hymnes nationaux était déguisée en Leia avec les bangs là, de chaque côté de la tête et la robe blanche. Écoute, il y avait un peu de membres de la 501 sur place. Ah, génial. C'était quand même bien passé. Le texte déroulant au début de la partie Ah, qui trop fait bien. comme introduire la rivalité que l'équipe américaine. Ah, C'était quand génial. même, ils se sont donnés. Je crois que c'est au moins la deuxième édition que l'équipe de Trois-Rivières, les Lions, là, organisait quelque chose comme ça. Et ben, dans le fond, c'est ça, l'équipe de Star Wars Littérature Québec était présent avec une table pour discuter littérature, faire découvrir la littérature là, aux jeunes présents. Donc, ça a été, en tout cas, à mon avis, ça a été très apprécié là, par les gens présents. On Excellent. voit un peu à l'écran là, les membres de la 501 qui étaient là. Il y avait quelques droïdes aussi de présent. Donc, c'est ça. Je crois qu'on a aussi, on voit à l'écran le fameux droïde Scout, Mmh. hein, je pense qu'il faut l'appeler, je me souviens plus exactement. Mais Witsong. bref, c'est ça. C'était une belle activité, un beau match. Les Lions ont gagné. Écoute, En plus. et c'est ça, je peux montrer à l'écran l'équipe de Star Wars Littérature Québec qui était présent. Mmh. Et ben, c'est ça, c'est pour Star Wars en direct. J'y étais avec ma grande fille Tamara, que certains Ah, connaissent aussi. Là, donc, on voit à l'écran là, dans l'équipe de Star Wars Littérature Québec, Marc, Jean-François et Michel. Donc, mmh. on les salue. Très bel événement. Je crois que tout le monde a bien apprécié. Évidemment, c'était très familial. Hein, donc, c'était Mmh. rempli d'enfants. Mais voilà. Donc, un bel événement. Chapeau à eux. Et puis, ben, c'est toujours plaisant, les collaborations avec ce groupe. Jean, si je te demandais avant d'aller de l'avant, qu'est-ce qu'il y avait pour les auditeurs du côté de Star Wars en direct récemment? Eh bien, toujours disponible en ligne, on a notre émission 25 ans, évidemment, les 25 ans de Star Wars en direct. Ce Donc, n'est pas rien. voilà, voilà. Donc, si vous n'avez toujours pas écouté l'émission, la rediffusion, ben, on vous conseille ça. C'est 3 heures et demie presque de live, plus trop live maintenant, Oui. mais c'est toujours Et sympa, il y a quoi. 2 quiz d'ailleurs aussi. Ouais, très, très sympa les quiz. Et on m'a parlé justement samedi à Trois-Rivières, là, au match de hockey, que j'étais le grand champion d'un des 2 quiz. Donc, je crois que c'était celui sur le lore Star Wars, là, parce qu'il y en avait Ah, un autre, c'était plus sur le lore Star Wars en direct. c'est ça, Donc, le Star. voilà, on salue tout le monde qui a participé. C'était vraiment très plaisant comme émission. Oui, c'est Il y a très le beaucoup, fun beaucoup d'interactions avec le public. oui, oui, c'est vrai que c'était en direct et tout, mais c'est très le fun même à réécouter. Ensuite, petite nouveauté là pour 2026, notre ami, Sylvain, va commencer une nouvelle, sorte d'émission, les Star Wars Interview.
Et donc pour sa première, disons, c'est pas vraiment sa première, il avait déjà fait quelques interviews par le passé, même Ouais, là, c'est récemment, hein. plus, le concept, c'est la nouveauté, c'est interview, mais avec, des membres de la communauté, c'est ça, Voilà. toutes sortes d'autres, influenceurs, Mmh. critiques et cetera et cetera. Et beh, pour cette première, il a donc invité la youtubeuse Sia. Sia que personnellement je ne connaissais pas et que j'ai découverte avec, grâce à Sylvain et très, Oui, très j'aurais sympathique. tendance à dire streamers devant YouTubers, hein. Dans l'entrevue, elle explique justement là, elle veut commencer à faire plus de YouTube, C'est vrai, parce effectivement. qu'en ce moment, elle est plus, sur Twitch, je crois. C'est vrai, pas mal de streams de jeux vidéo effectivement et peut-être de vidéos thématiques aussi, très, très cool. Si, alors très drôle aussi comme émission et très informative effectivement, c'est l'émission Lego. Lego, où Oui. notre Sébastien Minot, Philippe et surtout le très drôle Frédéric, enfin moi il m'a fait rigoler pendant cette émission. Ah ouais, Boba Fett Ah était, ouais, il t'énerve lui. ulcuré, Ouais, c'était ouais, il aime pas, c'était hein, très drôle. Moi, j'ai beaucoup ri en les écoutant. ah toi aussi? Ouais, toi aussi, ouais, c'était très drôle. Donc il va nous parler évidemment du système Smart Play, donc le système révolutionnaire qui est censé révolutionner la brique, Lego, ou pas, on le verra dans les prochains mois, parce que ça sort bientôt tout ça. Mmh mh. Et en littérature, notre dernière critique, c'était le tome, encore une fois, des aventures de la Haute République, le tome 4 que nous avons fait avec l'ami Philippe. Et donc voilà, donc, ce soir, vous voyez, on continue un petit peu cette série-là, Mmh. comme si c'était la seule série qui sortait en ce moment, et c'est un peu ça. Peut-être que les gens commencent à réaliser quand que dans des épisodes précédents, je répétais et les gens pouvaient me trouver agaçant qu'il y avait beaucoup trop de numéros de cette série-là et des séries dérivées, là. Dark Horse, c'est vraiment lâcher lousse, là, comme C'est on vrai, dit hein. ici, là. C'est Ouais, ah, vraiment, là, ils ont oublié de fermer la sacoche, là, ou, tu sais, fait que là, c'était: «Allez, bar open, allez, faites tout ce que vous voulez». c'est ça. Voilà. Tu vois, moi j'ai une théorie, c'est qu'en fait Dark Horse on se rappelle, a perdu la licence à un moment pour que Marvel la récupère. Mmh. IDW, a récupéré la partie jeunesse et dès que Mmh. Dark Horse a récupéré la partie jeunesse, ils se sont dit: «Oh là là, on a récupéré du Star Wars, faut qu'on inonde le marché» et Ouais, ouais. effectivement, c'est ce qu'ils font. C'est hallucinant, il y a plus de séries, presque Dark Horse que Marvel. Mmh. Ouais, tout à fait. Écoute, émission où j'étais pas là, mais vous avez eu la gentillesse de lire, mon commentaire et ma note. Je sais que ça t'a vraiment fait plaisir. On s'y attendait, mais c'est comme ce Ben, soir, hein, on s'attend à la non, mais réaction. j'ai été ultra positif. J'ai Ouais, doublé ma c'est vrai, note par rapport au numéro précédent, là. C'est c'est pas vrai, rien. On est c'est passé pareil, de 4 à 8 c'est pareil. Grâce à une très, sur très bonne sur 20. Rappelons que c'est dessinatrice. sur 20. Mais on le verra ce soir, hein. C'est vrai que c'est un problème ça je trouve, pas IDW ou pardon, Dark Horse ou Panini qui 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 qu'ils aient pas pu regrouper cette série en condensant plus de Ouais. numéros par tome. Parce que là on verra, il y a 3 numéros par tome et c'est un peu cheap quoi, je Ouais, trouve. ouais, mais c'est sûr que c'est un dilemme pour eux parce que comme ça cible quand même un public Mmh. un petit peu plus jeune, C'est vrai, ouais, des gros tomes, déjà, c'est plus lourd, c'est plus, tu sais, c'est vrai. pour les plus jeunes, ça décourage de lire aussi et Ouais. c'est plus cher aussi. Mmh mh. Donc, quand c'est les parents qui payent, comme public principal au lieu d'être, Mmh mh. justement les crinqués comme nous, là. Donc, c'est sûr que ça fait une différence. Mais oui, C'est tu as vrai. raison. Cette lignée-là, plus les à côté, comme on va critiquer aujourd'hui, aurait pu être assemblée dans un volume plus massif. Mmh mh. Excellent, Jean. Écoute, on passe en hyperespace puis on attaque le sujet, justement. Allez, on est parti. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, comme je disais en intro, on est là pour parler de l'album À situation désespérée, trois petits points. C'est ça le titre, du côté de chez Panini. Traduction de Crash Zone pour ceux qui... Je sais qu'il y a des gens, des fois, je trouve ça triste, même des gens reprochent à Panini, ou en tout cas, comment dire, critiquent Panini sur l'aspect un peu dur à suivre de toutes ces séries-là, puis des Mmh comics. mh. Mais le pire dans tout ça, c'est ces gens-là, je pense que sont pas conscients de ce qui se fait en version originale anglaise. Là, parce que tu sais, quand ils trouvent qu'il y a trop de rééditions ou que tu sais jamais est-ce que je l'ai déjà, ce comics-là, ou pas, ben écoutez, regardez du côté anglophone, là, de mon point de vue, c'est 1000 fois pire. Là. Il y a encore plus d'omnibus puis de toutes sortes de rééditions. Donc, en ce sens-là, je ne jetterai pas la pierre à Panini. Ici, comme en anglais, on a regroupé trois numéros one-shot, comme on aime appeler dans le monde du comics. Donc, c'est des spin-offs, si on peut dire, de la série La Haute République, Les Aventures. On est dans la phase 3, donc vous avez reconnu le logo noir.
Et dans le fond, c'était le premier spin-off s'intitulait Crash Landing. Évidemment, c'est des jeux de mots. Là. Rappelons que Crash, c'est le nom ou le surnom du personnage avec les cheveux roses là, que vous voyez à l'écran. Donc, Crash Ong-Hwa, si je me souviens bien. Alice Ong-Hwa, son nom complet. Et le deuxième était Crash and Burn. Donc, s'écraser et brûler, là, si je traduis littéralement. Et le troisième, c'était un annual. Fait qu'annual, il n'y en a pas toujours, mais c'est quelque chose d'assez traditionnel dans le comics. Là. Il y en a de tout, pas juste du Star Wars. Et là, des annuals en plus qui regroupent plein de petits. L'annual en lui-même est déjà une anthologie de petites histoires multiples. Il y en a 5 ou 6, hein, Jean, je pense. Ouais, c'est ça. Mais alors ça, c'est cool parce qu'on avait eu pour la phase 1, les aventures avaient eu leur annuel. Alors, pour la phase 2, il n'y en avait pas eu, bizarrement, en 2022. Et en 2023, on en a eu un pour les aventures, donc qui est sorti il y a un petit moment déjà en VO, et qu'ils ont regroupé ici, et pourquoi pas, tu bien. Mais là, cette fois-ci, par contre, aux gens qui critiqueraient, en tout cas, d'un point de vue plus large, là, la stratégie du côté de chez Lucasfilm, incluant Marvel et Dark Horse, c'est vrai que la phase 3, c'est un gros bordel. On peut peut-être faire le point là tout de suite. Et ce n'est pas que chez Dark Horse, et ce n'est pas qu'avec le jeunesse. Oui, avec le jeunesse, ils ont disséminé des éléments d'histoire dans plein de numéros de la série principale et de one-shot et de mini-séries comme il y a eu Echoes of Fear, il y a eu la mini-série Les messages de la zone d'occlusion, il y a eu la mini-série sur Tyrek, le sabre alloué. C'est ça. Ou ça, c'était peut-être... c'est ça. Dans la troisième phase, c'est sabre alloué. Fait que, bref, plein de petites choses comme ça. Et ensuite, sont venus aussi disséminer d'autres clés de l'intrigue ou d'autres éléments de l'histoire dans ce cas-ci, dans des nouvelles. Donc, que je voulais mentionner aujourd'hui, puis on pourra en reparler plus tard, Jean, mais peut-être mentionner que c'était des nouvelles qui étaient dans le magazine Star Wars Insiders. C'est ça. Donc, dans le numéro 227, là, la première s'intitulait Heir Apparent, qu'on peut traduire par héritier présomptif. Mm-hmm. Et la deuxième, dans le numéro suivant, le 228, était Cracking the Mask, donc briser le masque. Toutes deux écrits par Alyssa Wong et qui sont vraiment très interconnectés à l'album qu'on critique aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, si vous voulez tout lire, la Haute République, puis tout comprendre tout ça, je vous invite à lire ces deux nouvelles-là. Parce que, c'est ça. Ça apporte quand même beaucoup de plus, là, je trouve, de plus-value à ces histoires-là, de ces personnages-là là, de l'équipe de Crash, puis le méchant de Krix, donc les méchants de la série plus jeunesse là, depuis le début de la phase 1. Mais tu sais, comme je disais, ce n'est pas que du côté plus jeunesse, parce que même du côté adulte, c'est le bordel dans la phase 3. Plusieurs ont critiqué ça. Là. Il y avait la série régulière qui s'est arrêtée à 10 numéros. Après, il y a eu un audiodrama que faut que tu prêtes soit le script ou l'audiodrama à l'audio, parce que essentiellement, sinon, après ça continue, puis t'as pas trop compris comment Lournadi, qui est comment dire, là, il y a un retournement de situation quand même assez important. Et là, après, on est comme basculé sur une mini-série, mais dans le fond, ça aurait tout à fait pu être la suite. Ils ont appelé ça la peur des Jedi, la Fear of the Jedi. Ils ont changé le nom de la série alors que c'est la continuité de la série principale. Ça aurait pu être le numéro 11. Là, voilà. Et à la fin, un numéro, un one-shot qu'ils ont appelé Finale. Donc la finale. Écoute. Juste le dernier numéro. C'est ça, qui là va être inclus avec la mini-série La peur des Jedi par Panini là, ce printemps. Mais tu sais, c'est vraiment là, je comprends les gens qui critiquent l'aspect bordélique de la Haute République en cette phase 3 parce qu'il faut avouer que c'est vrai. Il n'y a pas vraiment d'autre manière de l'excuser. Là. On se rappelle, Francis, pour la phase 1, c'était quand même relativement clair. Tu avais adulte, jeunesse, comics, et tu avais une mini-série en plus de la série régulière pour adultes, pour jeunesse. Tu vois, c'était relativement clair. Et là, puis qui était vraiment séparé sur un personnage relativement secondaire. Alors que là, c'est ça. Puis tout, vous en avez parlé, toi et Philippe, mais c'était aussi dans mes commentaires là, de l'épisode de l'autre jour là, sur le numéro 4. C'est que la bataille des Riadou, là, on comprend à rien. Okay? Et déjà, on comprend rien parce qu'on n'a pas tous les morceaux du casse-tête. C'est ça, je disais, sont disséminés dans plein de numéros, dont l'album dont on parle aujourd'hui. Fait qu'il faut vraiment tout lire. Et si, en one-shot, en comics là, qui sortent là, chaque semaine, à l'unité, en issue, comme on dit, si vous suiviez ça dans l'ordre, là, à la limite, il y avait une logique.
Sauf que là, rendu en album, comme on critique aujourd'hui, ben là, effectivement, il faut presque, tu sais, si vous voulez rester dans l'ordre chronologique, là, je pense par exemple à Jean-François Arbeck là, de Star Wars Littérature Québec qui veut tout lire dans l'ordre chronologique. Là, il faut que vous passiez d'un comics de cette série-là à un comics de l'autre série, à l'audiodrama, à la série adulte, à tel roman. Je sais pas comment il va faire pour la phase 3, parce que là, il est en phase 1, donc encore, c'est relativement suivable, mais en phase 3, il va péter un câble. Ah, puis sans parler des nouvelles, comme je disais, là, qui en plus sont pas trouvables pour plusieurs personnes. Donc, voilà. Peut-être pour apporter 2-3 trucs sur les fameuses nouvelles dont tu t'affichais là, les 2 nouvelles d'Aïssa Long, ça aussi, ça a été une petite surprise quand même de savoir que il y avait en plus des nouvelles qu'on connaissait déjà, des nouvelles pour la phase 3. Il faut savoir que ces 2 nouvelles-là, elles seront regroupées dans un recueil qui a été annoncé récemment, un recueil donc de nouvelles de la phase 3 qui s'appellera, j'ai plus le nom, mais il n'y a pas un Survivor of the Occlusion Zone, something like that? Oui, c'est ça, exact. Dans le fond, c'est pas compliqué. Là. C'est des recueils édités par la compagnie qui fait le magazine, donc Titan Magazine. Donc, il y avait eu Starlight Stories pour la phase 1. Il y avait eu Tales of the Enlightenment pour la phase 2. Et là, pour la phase 3, c'est Survivor of the Starlight. C'est ça. Qui regroupera du flambeau. Voilà. Et ça inclut ces 2 nouvelles-là. C'est ça. Et l'autre série de nouvelles qui s'appelle le Tales of the Occlusion Zone, donc les contes de la zone d'occlusion. Fait que c'est comme là, dans la phase 3, il y a comme 2 séries de nouvelles. Puis ces 2-là, d'ailleurs, sont plus longues que les autres. Là. Mais fait que ça vous fait 11 nouvelles dans la phase 3, autrement dit. C'est ça. Alors après, c'est relativement simple. Il est annoncé, effectivement, ça prend toujours un certain temps. Et la déception, c'est qu'il n'y aura pas de nouvelles exclusives à ce recueil-là, contrairement à la phase 2, là, qui avait une nouvelle en plus. Là. Ouais. C'est ça. Mais après, techniquement, les nouvelles, c'est relativement simple. On vous invite à les lire. On vous invite à vous les procurer. Allez lire et parce que moi j'ai bien aimé personnellement, je ne sais pas pour toi, là, j'ai trouvé qu'il apportait vraiment un plus, surtout la première. C'est souvent intéressant. Ouais. Donc écoute, justement, attaquons notre premier numéro qui s'intitulait Crash Landing. Donc, de quoi ça parle, ce comics-là, Jean? Alors, on va faire un petit résumé d'abord, avant de présenter la film. Ouais, ou on donne un petit avis sans spoil, rapide? Comme tu veux. En tout cas, je voulais juste rappeler que ce Crash Landing, c'est celui-là, on commence par celui-là, que je ne me perde pas. Donc, c'est écrit par Daniel Roseholder, toujours, donc l'auteur attitré de la série régulière Les Aventures. Et au dessin, ça va être Rachel Aragno. Alors, c'est un nom qu'on n'a pas trop vu, Rachel Aragno, qui fait non seulement la cover, mais aussi l'intérieur de ce numéro-là. On le verra, c'est elle qui fait aussi la cover de l'autre numéro, c'est un style relativement similaire. Et voilà. Et alors, Rachel, on en parlera un peu plus tard, mais on va dire que heureusement que les couleurs sont là pour ce numéro-là, parce que moi j'ai trouvé son style affreux, pour être gentil, mais vraiment affreux. Alors c'est pas du genre gentil encore, mais on en est loin quand même. C'est un style, mais qui me rappelle plus du Tony Bruno, c'est très minimaliste et tout. On vous montrera quelques planches après. Ouais, je préfère de loin Tony Bruno. Mais on y reviendra tout à l'heure, Jean. Et aux couleurs, justement, je pense que c'est Nick Brokenshire, c'est ça? Ah, c'est lui qui fait les couleurs, ok, d'accord. J'avais pas noté le coloriste, effectivement. Ouais, je peux valider. Ici, on a les crédits. Non, c'est Michael Attier. Voilà. Excuse-moi, j'ai toujours tendance à oublier le coloriste et en fait, je ne devrais pas parce que là, tu vois, c'est lui qui sauve un petit peu le truc parce que vraiment, moi, j'ai eu mal aux yeux et je suis content que ce soit pas elle qui reprenne le contenu du numéro suivant. Bref, voilà pour l'équipe créative de ce numéro. Écoute, justement, tu me fais penser que j'ai oublié justement de mentionner les specs, là, donc on va quand même prendre le temps. Donc, du côté de chez Panini Comics, c'est un album de 112 pages à 18 €. 112 pages, d'habitude, c'est plus un format de 4, mais c'est ça, ici, l'annual est un numéro plus gros là, que la normale. C'est pour ça là, que c'est juste 3 comics, mais des plus gros. On est toujours en moins 228, là, comme tout le reste des événements de la phase 3 de la Haute République. Tu l'as mentionné, Daniel Roseholder. Au dessin, on a Rachel Aragno et Nick Brokenshire pour le deuxième numéro. Aux couleurs, c'est Michael Attier pour les 2. Puis, c'est ça, je vous nomme pas, puis les couvertures Rachel Aragno, je vous nomme pas là, la collection d'auteurs, de dessinateurs, de coloristes, tout ça qu'il y a pour l'annual, parce que c'est 6 histoires avec 6 auteurs, puis 6, mais on y reviendra tantôt là, quand on sera rendu à ce numéro-là. Et comme synopsis, ça se lit comme suit. Alice Crash Angwa
et son équipage sont les chasseurs de Nihil les plus redoutables de la galaxie. Ils traquent sans relâche les vauriens qui ont semé le chaos sur Corellia. Aucun pirate ne leur échappe, mais lorsque sa mission l'amène au célèbre commandant Nihil Krix Camerat, Crash choisit de s'allier à son ennemi pour tenter de capturer Marchion-Ro, l'infâme cerveau responsable des souffrances de la galaxie. Un choix difficile qui la met en conflit avec ses amis et sa famille. Poursuivra-t-elle sa vengeance jusqu'au bout ou choisira-t-elle une voie plus pacifique pour le bien de ses proches? Puis dernier élément peut-être qu'on n'a pas mentionné, Jean, c'est la proximité aussi de toute cette histoire-là, puis toutes ces sous-intrigues-là avec le roman de Daniel Roseholder, Ah oui. Midnight Horizon. Ouais. Mm-hmm. En français, c'était Horizon funèbre, qui est malheureusement déjà plus disponible en français. Donc ça, c'est le côté malheureux, mais il n'est plus disponible physiquement. Vous pouvez, il est disponible en ligne, là, en EPUB, mais c'est ça. Malheureusement, c'est le seul roman de la Haute République que vous ne trouverez plus sur des tablettes. Ouais. Ok. Bah écoute, oui, désolé d'avoir enchaîné directement sur la critique, mais je vais pas revenir donc sur Rachel Aragno, qui, je suis vraiment désolé, mais qui a un style qui a vraiment sorti du truc. Heureusement que Nick Bokenshire, qui fait le numéro suivant, est bien plus accrocheur à l'œil. En tout cas, moi, c'est un style que j'aime beaucoup. Je l'avais dit pour le tome 4, Crash Ongwa, Alice, c'est un personnage que j'aime bien dans le roman qui a été créé par Daniel Roseholder dans son roman Horizon funèbre, tu l'as dit, que j'aimais bien. Alors c'est un roman qui est loin de faire l'unanimité, c'est peut-être un peu le vilain petit canard de la phase 1. On se rappelle, c'était le tout dernier roman de la phase 1, celui que les gens ont le moins aimé, d'une manière générale. Personnellement, je défendrais quand même un petit peu. Moi, je me suis pas ennuyé. Je trouvais ça quand même relativement sympa. Ça reste du confus, mais ça va être le mot, confus comme du Daniel Roseholder, quoi. Ouais. Mais j'avais quand même bien aimé ses créations, notamment on Crash. Est sur Corellia, les gens qui aiment Corellia, on sait qu'il y en a voilà, on est focus sur Corellia. Son personnage de Crash, j'avais beaucoup aimé son crew aussi, qu'on reverra là, dans ce tome-là. C'est un roman qui m'avait quand même relativement plu, et savoir que ces numéros sont attachés à ça, ça a été une bonne surprise. Moi, le Holderverse, c'est quand même un truc qui me plaît bien, tu vois. C'est pas parfait, il y a pas mal de tares dans notamment son écriture, son style, mais ce sont des personnages que je trouve quand même intéressants. Et donc là, Crash, c'est un personnage qui a été massacré en comics, je l'avais déjà dit pour le tome 4, je crois. Et il y a que quelques dessinateurs qui s'en sortent et qui l'ont représenté comme moi je me le représentais quand je lisais le roman, c'est-à-dire la dessinatrice, j'ai plus Elisa Romboli. Voilà, ça revient, ça remonte comme ça, j'ai même pas de notes, du tome 4, qu'il avait magnifiquement dessiné. Et là, je trouve que Nick Bokenshire, qui est un dessinateur qu'on connaît, parce qu'il avait déjà fait des comics jeunesse, des Star Wars Adventure, des Hyperspace Stories, c'est un nom qui revient régulièrement en cover, il est souvent là en cover aussi, en illustration. C'est un style que j'aime beaucoup pour les comics jeunesse. Ben là, je trouve qu'il fait une très très jolie Crash, vous le verrez dans les trucs, dans les illustrations, alors que Rachel, je suis désolé, mais ta Crash, mais pas qu'elle. Son style est vraiment... Même d'une case à l'autre, c'est pas constant. Voilà. Ça, ensuite, pour l'histoire en elle-même, pour la critique de ces deux tomes dans l'histoire en elle-même, déjà, je trouve que niveau éditorial, tu l'as dit, c'est le bordel, la phase 3, je suis d'accord, et je comprends pas pourquoi ces deux tomes, là, ces deux numéros Crash, Landing et Burn, n'ont pas été plutôt intégrés dans des tomes complets de la Haute République des Aventures, comme ils ont fait pour la bataille d'Eriadu ou le Wedding Spectacular, là. Ouais. Ils avaient intégré à la suite de je sais pas quoi, là. Ils auraient dû faire ça, comme à la base, Dark Horse aurait dû numéroter, moi je trouve ils auraient dû numéroter ces trucs et les foutre dans la série régulière, quoi. Là c'est vraiment le bordel, et c'est dommage d'avoir fait un tome, là, bon là tu auras un petit tome hors série, je sais pas s'ils nommeront hors série, je sais pas Nini ou quoi, mais je sais pas, un numéro avec 2 numéros plus un annuel, je vois pas trop. Ah oui, il y a vraiment juste les collectionneurs qui vont se le procurer. Voilà, ouais. Déjà que la série régulière est confuse, là, ça apporte encore plus de confusion, c'est dommage. Et oui, parce qu'effectivement, ça fait en sorte que tu peux pas lire tes albums en continu sans basculer sur l'autre ou sur l'autre, selon le guide de lecture chronologique. C'est ça. Tu as parfaitement raison. Puis c'est pas comme si c'était des personnages distincts à part. À la limite, dans l'annual, il y en a un peu, là.
Mais Oui, oui. là, Crash, Roux, Krix, tout ça, c'est tous Bah des oui, personnages de la série principale c'est ça. aussi. Donc, pourquoi avoir eu des one-shots à Ouais, côté? ouais, ouais. C'est vraiment Heu, inutile, il aurait en plus, c'est Daniel Roseholder, c'est le même showrunner, c'est ça. enfin Trop, scénariste. trop d'histoires à raconter, donc Ouais, ouais, ouais. c'est ça. C'est un peu le bazar. Vite fait niveau, traduction du titre en français, j'avais juste envie de mentionner le fait qu'on en avait parlé entre nous, Francis, mais Crash Zone, c'est un super titre, moi j'aime beaucoup, mais zone de crash, ça se dit aussi en français, si je dis pas de bêtises, alors je veux pas Ben, les 2 apprendre. mots sont reconnus, oui, comme, Voilà. ouais, par les à la fois je crois l'Académie en France, puis au Québec, c'est, l'Office de protection de la langue française. Voilà. Donc pourquoi ne pas avoir juste traduit ça comme ça? Je trouve ça c'est stylé, hein, zone de crash. Ça fait un petit mot encore une fois sur le personnage de Crash qui, s'appelle Crash en français aussi. Là, Mmh. situation désespérée, je trouve ça un peu nul, et c'est pour ça que notre ami et collègue et superbe, comment ça s'appelle? Artiste, Elser nous a mis le titre, anglais sur la miniature, je crois. J'ai pas vérifié, mais oui, je crois que c'est ça. Oui, oui, exactement. Donc, c'est histoire aussi, on voulait participer à la confusion, donc, Voilà, exactement. Comme ça, s'ils veulent une critique: «Ah ben Star Wars en direct, auront pas fait une critique à situation désespérée». Mais si, 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 on est là. ouais, ben oui, sur la vignette, c'est écrit en tout petit. C'est un tout petit Ouais. sur le comics, voilà. Et voilà, pour venir niveau scénario, c'est comme dit, c'est du holder, ultra confus. Même nous qui sommes complétistes, tu l'as dit, j'ai pas très bien compris, notamment le premier dans le Crash Landing, vraiment j'ai un problème avec celui-là. Ce que font vraiment les personnages. Il y a Crash et Roux, tu l'as dit, donc le fameux Jedi Nihil qu'on voyait dans le roman et surtout dans la nouvelle d'Alyssa Wong que tu disais inédite au recueil Tales from Light and Life, encore plus de confusion, bref. Mais ça reste quand même un super personnage, Roux. Et à part ces 2-là, les autres qui sont sur la cover pourtant du tome et du numéro, mais ça va rien, ils sont là pour un petit caméo. On voit d'autres personnages comme, alors je vais pas trop spoiler, mais bon, ouais, c'est pas grave de savoir que Zin et Lula sont là, mais en mode caméo aussi pour une scène qui sert à rien. Mmh. J'ai pas compris ce crash landing, j'ai trouvé ça nul et inutile. Le seul truc intéressant, c'est la fin, où il se passe un truc avec Rix, justement, un truc important pour le lore Star Wars, de la Haute République, la phase 3, qui est là, important, mais voilà, qui fait 3-4 Perdu pages, dans un numéro, que les gens qui est voilà, n'iront dans ouais, un one shot, alors que ça, c'était un truc à foutre dans la série principale. Krix, c'est le personnage ouais, principal de la série avec Zin et Lula depuis le numéro 1 de la phase 1, quoi. ouais. Bref, Ben, ouais. ça, c'était dommage. Écoute, on va avoir j'y reviendrai aussi en partie spoilers parce que les nouvelles nous précisent des éléments de compréhension qu'on n'a pas dans les comics Et ouais, aussi, là, sur l'intention des personnages puis tout ça. ouais, ouais. Bref, Donc ça, ben, c'était mais pas que le crash landing, si c'était tout le numéro, là, ton appréciation rapide là, avant de partir en spoilers? ouais, voilà, juste pour Crash and Burn, en fait, c'est, déjà le dessinateur rehausse le truc, mais en plus, ce qui se passe dans Crash Landing, dans Crash and Burn, pardon, ça m'a beaucoup plu. Je t'avoue que l'histoire, là, on rentre vraiment dans le tas et alors déjà, c'est la suite. Il faut savoir que la suite de Crash and Burn, c'est vraiment la suite de Crash Landing, hein, donc ça, faut les lire 2 d'affilée. Donc là, c'est pas trop mal que Panini les ait regroupés quand même, l'un à côté de l'autre. Mais voilà, là, on arrive Ouais, mais chronologiquement, il y a d'autres trucs entre les 2. entre les ouais, dans Ouais. les nouvelles, je sais pas si tu vas nous en parler, mais Mmh. donc et voilà, il se passe un truc là, on va pas trop rentrer en partie spoiler, très important qui avait été déjà mentionné dans la Tentation de la Force notamment, un événement dont on ne savait pas du tout si on l'avait déjà vécu ou pas, parce qu'on s'en rappelait pas. On s'en rappelait pas parce qu'effectivement, il a lieu dans ce numéro Crash and Burn qui est, pour ma part, hein, relativement important, encore une fois, pour le lore de la phase 3. 2 événements même, mais un vraiment à la toute Ouais, fin qui est quand même très, très important, dont le destin de l'ami Krix. Donc je trouve ouais. ça dommage de mettre Mais c'est ça plus dans un élément de contexte galactique là, qui affecte, qui est dans toutes les œuvres, si on peut dire. ouais, Tu sais, ouais, ouais, c'est dans les nouvelles, dans certains romans, dans. voilà. Un événement, oui, mais l'autre événement, il est mentionné que 2-3 fois, alors que je trouve que c'est un truc qui bref, on en parlera, Ouais. qui aurait dû être, présent plus souvent et appuyé plus précisément dans plusieurs œuvres. Là, je te dis, il y a que Temptation qui en parle et peut-être vite fait, un autre roman, obscur, enfin je sais plus. Mais, voilà, donc niveau scénar, incompréhensible, mais, le deuxième est un poil mieux que le premier, quoi, voilà. OK, ben écoute, je suis essentiellement d'accord avec toi. Ah, c'est Comme je vrai. disais, ça donne, comment dire? Ça peut donner envie de lire les nouvelles et vice versa et de, tu sais, le tout finit par s'imbriquer. Mais c'est ça, c'est le gros défaut de la chose, c'est qu'il faut tout lire. Donc, puis moi, j'incite les gens à aller, par exemple, soit sur Wikipédia ou n'importe quel autre, site de référence qui a fait l'ordre de lecture de la Haute République, parce que c'est un cafouillage là, total, Mmh. et ça vous prend plusieurs documents physiques pour réussir à suivre.
Sinon, côté histoire, tu l'as dit, c'est du Daniel Roseholder. Comme souvent, il oublie complètement qu'il est dans une série jeunesse pour certains aspects. Par exemple, beaucoup trop de phylactères, tout ça. Mhm. Par contre, sur d'autres aspects, genre retournement de situation, réaction de personnage, tout ça, on est clairement dans du jeunesse. Tu sais, je sais que ça agace des gens. Des fois, quand je dis La Haute République, les aventures, c'est jeunesse. C'est une série jeunesse. Comme je disais tantôt, Dark Horse, le market, là, 8 ans et plus. Mais c'est ça. Sur certains éléments, certains retournements de situation, clairement, on n'est même pas dans le niveau jeune adulte là, du tout ici. Contrairement à d'autres, des fois, on va avoir des séries chez Dark Horse que l'aspect jeunesse est pas tant là. Ici, ça l'est, mais Daniel Roseholder, c'est toujours compliqué, c'est toujours... on passe du coq à l'âne, on passe d'un lieu à un autre, d'un groupe de personnages à un autre, bref. C'est confus. En plus, c'est la série, comment dire, en comics, c'est ici qu'on a l'introduction du personnage de Roux. Okay? Mais Roux est c'est je me souviens, le Lassem, je pense, le nom de sa race, mais bref, c'est avec la peau blanche, les cheveux blancs et des yeux hypnotiques, si on peut dire. Et en plus, c'est un ex-Jedi. Donc, c'est un Padawan qui commençait tout juste sa formation et que sa maître est décédée. Donc, tout ça, c'est très intéressant, mais moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai lu la nouvelle d'Alyssa Wong qui introduit ce personnage-là. Oui. Et juste histoire d'ajouter au grand n'importe quoi de cette, de cette stratégie littéraire-là, ben cette nouvelle-là, en plus, n'était pas dans le recueil aux États-Unis et de façon générale, elle était exclusive à la version britannique du recueil de nouvelles, là, Tales of Light and Life. C'était un bonus. Ouais, bonus. Donc, encore moins de gens ont connaissance de ça. Donc là, le numéro Crash Landing, à ce moment-là, introduisait ce personnage-là. Mais personnage quand même que moi, j'ai bien aimé, plus que le reste de l'équipe habituelle là, de Crash. Et, ben écoute, dans le positif, c'est qu'ici, on lâche Zine et Lula. Moi, dans la catégorie personnage, là, oubliable, mais encore plus Lula, dans la phase 3 en plus, qui au début est amnésique, elle se prend pour une île, en tout cas, bref. Ah, c'était top. J'aime bien ça. J'ai bien aimé. Mais écoute, ouais, ici, on lâche Zine, puis l'autre aussi, là, qui flotte en bleu, là. Slivo, ouais, c'est la copine à Crash. Ouais, en bleu avec des grands cheveux, ou bref, qui est une chanteuse pop, hein, si je veux. C'est ça. Mais qui s'amuse à jouer les gardes du corps là, dans ses temps libres. Fait que bref, voilà, côté histoire, c'est ça. Pour moi, c'est pas mieux, c'est pas pire, c'est du niveau du reste de cette série-là. Et côté dessin, t'as raison, j'aime mieux Nick Brokenshire à Rachel Aragno. Mais il y avait quand même du positif dans les dessins, même de Aragno. Je trouvais qu'il y avait du travail sur certaines affaires. Puis c'est un style voulu, à mon avis, mais il manque un petit peu de constance. Comme je disais tantôt, dans une même page, vous allez avoir le même personnage et honnêtement, c'est pas le même visage. Mais oui, je comprends ta comparaison avec Tony Bruno, mais pour moi, Tony Bruno est bien mieux maîtrisé. Dans le côté minimaliste, tu sais. Ouais, c'est vraiment minimaliste. Il n'y a pas trop de décors derrière. Il y a souvent des fonds vides. C'est ça. Et on a le personnage qu'on n'a pas nommé, qui n'est pas sur les deux couvertures, mais qui est sur la couverture de l'annual, même si elle est dans les autres, c'est Bridget. Donc, c'est celle avec les cheveux blond roux. Là, dans les comics, c'est plus blond, là, mais sur la couverture, on dirait presque rousse. Bref, avec un espèce de foulard rouge dans le cou. Qui est quand même assez présente, qui a quand même un rôle relativement important dans la bataille d'Eriadu, que justement, qui est très présente aussi dans les deux nouvelles, surtout en fait la deuxième, je crois. Mais voilà, c'est moi d'être obligé d'avoir lu tout ça pour comprendre les subtilités dans un truc qui est marketé 8 ans et plus. Je me dis, mais vous avez complètement perdu la tête. Vraiment, là, faites-vous des réunions des fois là, pour vous demander entre vous est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Là? Ouais. Bref, voilà, c'est mon avis. Écoute, on verra pour la note en fin d'émission. Mais je pense que les gens ont compris que ça ne sera pas un 19 sur 20. Ah oui, c'est ça. Et pour faire de la pub, ça sent vraiment la pub pour ton recueil, c'est dans ton recueil que tu as traduit récemment, que tu as traduit justement la nouvelle d'Alyssa Wong où Roux apparaît. Oui,
Donc Oui, s'il y a exactement. dispo en Moi, je l'ai France, inclus parce que je trouvais ça complètement stupide de ne pas ouais. l'avoir. En plus, la nouvelle n'est pas mauvaise. Elle est Puis moi, super, hein, Alyssa franchement, c'est une Wong, super, ouais. parce que c'est ça, on dit souvent le Daniel Rosé Holder verse, Mmh. mais Alyssa Wong, tu sais, c'est elle qui a écrit les 2 nouvelles, puis celle-là aussi, la troisième. 3e, Au oui. final, Alyssa Wong, de mon point de vue, est meilleure que Daniel Rosé Holder, même Oui. si elle se retrouvait un peu à être son élève. Là. Ouais, Et ça cote, on le rappelle, ils sont potes les 2. Enfin, je vais pas ouais. vous rappeler le truc, écoutez l'émission du tome 4 ou du tome 3, à chaque fois je le rappelle, je crois. Mhm. Mais ouais, ils sont très amis, les 2. Ouais, tu sais, c'est ça. Et puis, on vous invite, les gens qui n'ont aucune idée de quoi on parle, là, le recueil Tales of Light and Life. Ben, c'est ça, moi, je l'ai traduit, je l'ai édité, entre guillemets, aussi, dans le sens j'ai créé vraiment tout ce qu'il faut pour vous le procurer au format physique. Ah, il va vous le montrer. Si J'ai vous une voulez. version préliminaire, ça, c'est pas la version finale, justement, il est beaucoup plus terne, tout ça, mais c'est ça, vous avez vraiment un livre dans votre collection, dans votre bibliothèque, qui, en tout point, ressemble à un roman pocket. Et ben voilà, qui inclut les 10 nouvelles qui font le pont entre la phase 1 et la phase 3, dont celle-là sur Crash et Roux. Donc voilà, écoute, c'est une autre pièce de casse-tête à avoir pour bien tout comprendre. C'est ça, c'est des puzzles, c'est du jigsaw puzzle, c'est exactement Ouais. ça. Cette Fait qu'on phase vous 3. invite à me contacter si vous voulez vous le procurer, là, c'est sans frais, là, il n'y a pas ben, évidemment que vous allez payer la commande et la livraison, là, mais je veux dire, moi, je ne fais pas profit avec ça, c'est vraiment, je le donne à la communauté. Et ça reste, c'est pas pour, voilà, pour dire, mais c'est vraiment un super recueil. On avait fait une émission Star Wars en direct là-dessus. Et encore une fois, ouais, la nouvelle d'Alyssa Wong, tip top, hein, vraiment. Ouais. Ouais. Voilà, Jean, Allez. fait je te propose qu'on mette un petit avertissement spoilers et ben, ceux qui attendent d'avoir lu ces 3 comics-là avant d'écouter la suite. Sinon, ben, on vous invite à rester avec nous quand même. Je doute que vraiment ça gâche la lecture quand vous allez être rendu à lire ça. Donc, Jean, de la manière qu'on va procéder, on va y aller justement numéro par numéro. Puis c'est ça, l'anthologie, l'annual avec les 6 petites histoires, ben, on les fera une par une, là, ça va être très cool. Donc, justement, dans Crash Landing, de quoi ça parle? Bah, alors déjà, on a un scroll d'intro qui va te présenter. C'est le même scroll d'intro qui est présent sur toutes les premières œuvres de Haute République de la phase 3. Donc, on te rappelle Starlight Beacon qui a été détruite, les Nihil qui sont reclus derrière le Stormwall, le mur d'orage dans la zone d'occlusion, que la République et les Jedi, voilà, ils sont en difficulté face aux Nihil parce qu'ils ont les Nameless, tout ça. Bon, mais vous le verrez, ça on le mentionne, mais on le voit pas vraiment dans ce tome-là. On va plutôt se focus donc sur Crash Landing. Donc il se passe donc après la fin de la phase 1 et du roman Horizon Funèbre, on l'a dit, soit après la bataille des Nihil contre la République sur Corellia. Et là, en gros, on a Crash et sa team qui vont libérer Krix. Voilà, c'est ça le fameux événement relativement intéressant de ce numéro-là que je mentionne. Et c'est le seul que je mentionne parce que ce qui se passe avant, on s'en fout. C'est juste Crash qui se balade, qui va rencontrer les gens, qui discutent et qui, au final, va planifier cette libération de Krix. Ouais, c'est drôle hein, parce qu'on va y venir très vite, mais le deuxième numéro aussi commence sur à peu près 2-3 pages qui servent à rien du tout. Ouais, c'est fou, hein, c'est fou. Et donc la Krix, on le rappelle, ami d'enfance de Zin, donc on l'a dit, le grand méchant de la série Les Aventures, qui est enfermé là dans une prison de la République, parce qu'on le rappelle, il avait été capturé par les autorités suite à la chute de Starlight Beacon justement. Et ben voilà, donc j'ai dit, on a des interactions entre Crash. Et donc, tu as sa mère qui est là, tu as sa copine chanteuse, on l'a dit, Svino. On a même un dialogue avec le premier là, de Coronet City, Buckel, qui était l'antagoniste de Crash dans le roman Horizon Funèbre aussi. On a Lula Ezin, on l'a dit, vite fait dans une scène sur Eriadou. Et voilà, donc au final, ça n'a pas vraiment d'intérêt, tous ces dialogues-là. C'est sûr qu'on ne peut pas ne pas mentionner que la couverture est sans aucun doute un hommage ou fortement inspiré de la fameuse affiche de A Usual Suspect. Oui, voilà, un classique du cinéma des années 90. Mais rien à voir avec Usual Suspect. Le contenu, non, on est très, très, très éloigné. Ouais. Et donc, au final, donc, ils vont aller récupérer. Alors, en plus, c'est que juste Crash et Roux, tu vois, donc tous les personnages qu'il y a sur sa couverture, là. Donc, sa copine Svino, sa mère et puis le gros bras, là, ils seront pas là. C'est juste Roux et donc Crash qui vont libérer Krix. Dans le but, voilà, et là, on apprend le fait que Krix veut
approcher Mark Unruh pour le tuer. Voilà, il a planifié l'assassinat de Mark Unruh. Ouais, il est fâché d'avoir été laissé en prison pendant 1 an. Ouais. Il pensait que Mark Unruh viendrait le délivrer. Voilà, c'est ça. Et parce qu'on le rappelle, oui, voilà, Krix a été pris par Mark Unruh durant la phase 1, en début de phase 1, un peu comme sa pupille. Hein, Mark Unruh reconnaissait énormément de lui en Krix. Donc Krix est beaucoup monté dans les échelons Nihil pour devenir vraiment le second de Mark Unruh en quelque sorte, ou la pupille plus que le second. Mais Ouais. voilà, pour Crash Landing, c'était un peu ça, hein, c'est juste la libération de Krix. Mais voilà. Oui, voilà. Et écoute, la suite de ça est dans la nouvelle là, Heir Apparent. Donc, c'est vraiment une suite directe. Donc, comme je vous dis, c'est un peu farfelu de vous dire passer d'un comics à une nouvelle, à un livre, etc. Hein, mais voilà. Je t'avoue que j'ai pas préparé les résumés de ces nouvelles-là. Est-ce que tu veux la résumer ou on passe dessus? Non. Non, je ne vais pas gâcher le punch, mais dans le fond, la nouvelle explique une collaboration déjà entre Roux et Krix, parce que les deux ne sont pas capables de se sentir, hein, parce que Krix, ce qui le caractérise, c'est sa haine des Jedi. En fait, lui a été élevé dans un monde qui, de toute façon, toute la société méprise tous ceux qui se servent de la Force, là, et tout ça, dont les Jedi. Et en plus, les Jedi sont intervenus en même temps que les Nihil, mais bref, il y a eu un gros... la planète a été ravagée. Fait que là, il y en a qui vont reprocher ça aux Jedi, alors que dans le fond, les Jedi étaient là pour aider. Mais en tout cas, bref. Et en plus, c'est une Jedi qui a volé son amoureuse d'enfance, Zine, Zine qui est en couple avec Lula. Fait que c'est ça. Fait que Krix déteste les Jedi, Roux est un ex-Jedi. Fait que là, ils vont collaborer ensemble pour aller extorquer les informations pour aller attaquer Mark Unruh, que tu mentionnais à l'instant. Après, tout est une question de... Tout le monde dit à Crash que Krix la manipule. Donc là, tout est une question, quand je vous disais tantôt, l'interprétation ou des intentions des personnages. Est-ce que c'est Krix qui manipule Crash? Est-ce que c'est Crash qui manipule Krix? C'est ça. On en reparlera tout à l'heure après la deuxième nouvelle. Oui, et donc on enchaîne ensuite après avec le Crash and Burn, donc il se déroule là un peu plus longtemps, donc 1 an après, donc durant la phase 3, hein, 1 an après le numéro précédent. Donc Krix est revenu parmi les Nihil, mais en mode infiltré, donc allié de Crash et sa team. Donc là, il va jouer de son autorité en tant que commandeur Nihil, quand même, pour bouger lui-même le mur d'orage, ce qui va faire avaler, en quelque sorte, la planète Eriadu, dans la zone d'occlusion, où se trouve Zine et Lula, justement. Donc c'est quand même important comme événement. Et le groupe de Crash, quant à lui, grâce à l'aide d'un Nihil que Crash a rencontré, l'a recruté sur Corellia, vont pénétrer dans la zone d'occlusion. Ils vont aller récupérer Krix, qui lui est à bord du gaze électrique à ce moment-là. Et là, donc, on va avoir affaire, encore une fois, holder, confusion la plus totale. Krix va comme faire un aller-retour. Donc, il va revenir avec la team de Crash. Il va revenir sur le gaze électrique. Il va s'échapper donc du gaze électrique d'abord, mais il va revenir ensuite une deuxième fois. Tout ça pour être amené devant Mark Unruh. Roh, qui entre-temps a perdu toute confiance en lui et va ordonner son exécution. Et c'est là que Krix va tenter d'assassiner Mark Unruh, qui était le plan à la base entre lui et Crash. Et c'est ce fameux événement que je te disais qui était mentionné dans quelques œuvres, dont la Temptation of the Force, si je ne dis pas de bêtises. Oui, dans l'œil des Jedi, dans l'œil des Jedi of the Force, c'est mentionné, mais en fait, c'est comme déjà arrivé. C'est dans les 2 séries de nouvelles, donc celle dont on parle aujourd'hui, qui s'appelle Chronique de Corellia, là, la série des 2, mais aussi l'autre série, Tales of the Occlusion Zone. Donc, c'est ça. Dans toutes les œuvres de la phase 3 ont cette espèce d'événement galactique-là, l'agrandissement de la zone d'occlusion. L'agrandissement et donc l'assassinat de Roh, qui je trouve est quand même un événement important. Tentative. Tentative qui est quand même, je sais pas, qui est un événement qui aurait dû avoir plus d'importance, quoi. C'est quand même. Ouais, mais écoute, justement, la lecture des nouvelles apporte un éclairage là-dessus, sur le fait que ce n'était peut-être pas le plan A de Krix, dans le sens que Krix manipulait aussi là, les républicains, on va dire, là, donc l'équipe de Crash, qui l'ont fait évader. Mais c'est ça, si Mark Unruh le rejetait, là, il disait « je vais le tuer et prendre sa place ». Donc, c'est ça, là, mais ça, c'est pas dans les comics.
Ça, c'est dans les nouvelles. Fait qu'au niveau intention, on se demande toujours, OK, mais c'est quoi ces réelles intentions, là, tu sais, Voilà, Crick, c'est vraiment très ambigu, mais tellement ambigu que tu te demandes si c'est une écriture voulue de Holder, de ce personnage-là, ou si il a aucune idée Bonne de ce qu'il question. fait. Très En tout bonne cas, pour finir sur ça, donc il a envoyé ce thermodétonateur là sur Mark Canaro, mais un des membres des Shi'ar, on se rappelle la garde rapprochée de Mark Canaro, notamment c'est Arathab Fall, qu'on reconnaît du comics de Holder, encore une fois, Trail of the Shadows, la piste des ombres, Mhm. qui va s'interposer, qui va protéger Mark Canaro. Et Mark Canaro va survivre, mais voilà, Arathab et Krix, on comprend là aussi, vont mourir les deux dans l'explosion. Et au final, à la fin de ce numéro, donc Crash et sa team vont finalement rejoindre Zin et Lula sur Eriadu. Et voilà, Swashon fait un peu aussi le lien avec la série régulière des aventures et nous montre en gros comment Crash se retrouve sur Eriadu à combattre pendant la bataille d'Eriadu. Voilà. Et on a la fin de Krix dans ce numéro aussi, donc c'est quand même relativement important. Voilà. Oui, mais on a Drigit aussi que tu n'as pas Drigit mentionné. Elle est C'est pas dans ce numéro-là? Ah non, c'est dans l'annual. C'est dans l'annuel, ouais. OK, pardon. Puis c'est Drigit qui est très présente dans les numéros réguliers, on va dire. Ouais. Mais bref, à ce moment-là, c'est ça. La nouvelle suivante, Krix, c'est très mineur là-dedans. Là. On est vraiment sur Drigit et Roux. Mais écoute, c'est un tout que quand tu as toutes les pièces du casse-tête, ça commence à être compréhensible. Mm-hmm. Mais c'est vraiment un effort. Là. Moi, je parierais pas. À mon avis, la grande majorité des gens qui vont lire tout ça, en plus, le feront pas nécessairement tout en même temps comme moi j'ai fait là. Donc, je pense qu'ils vont avoir un petit peu de mal à s'y retrouver. Après, tu voulais qu'on discute un petit peu ces deux-là avant de passer à l'annuel? On peut parler, entre autres, on n'a pas parlé de graphisme, mais donc les fameux dessins de Rachel Aragno et de Nick Bolkenshire. On montre là quelques pages de Crash Landing, tu vois, qui est pas, alors c'est pas dégueulasse au demeurant, tu vois, les niveaux couleurs, encore une fois, je trouve ça très très joli, c'est relativement coloré, mais c'est au niveau de son style, au niveau des personnages, alors je sais pas si ça va être très visible ici en miniature, mais quand tu as l'album en main, c'est... il y a le découpage qu'on peut souligner qui est quand même dynamique, puis tout ça, puis des certaines petites originalités, là. Des gros plans sur des regards ou des trucs comme ça. Mais tu sais, quand je disais la constance dans le visage des personnages, là, c'est... Crash, oh là là, ça fait massacrer. Moi, tu vois, quand tu vois la tête de Crash, là, mais c'est... Ouais. Ça me fait mal. Mais tu reconnaîtras qu'on est plus dans un style, à mon avis, que dans de la paresse. Ouais, tu crois? Ou tu sais, de la nullité, comme on a vu chez Georges Gentil. Ah oui, là, c'est vraiment la nullité. Effectivement. Ouais, mais je sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de cases où t'as zéro décor derrière, quoi. T'as vraiment les personnages. Ouais, c'est pas faux. Je sais pas. J'ai trouvé pas ça, son style assez convaincant. Mais là, tu vois, en le revoyant, là, je me dis, c'est pas si pire. Je me dis, merde, j'étais peut-être un peu dur ce jour-là. Mais quand tu passes de ça à du Nick Bolkenshire, qui est où? Tiens, voilà, par exemple, il y a une scène. En fait, puis tu sais, moi, je mets aussi ça en perspective qu'on est dans du comics jeunesse aussi. Il y a ça aussi. Il y a ça, mais pourquoi la jeune audience a aussi droit à je sais pas, de l'art de qualité, quoi, pas du minimaliste un peu. Non, mais ça, je suis parfaitement d'accord. Ouais. Surtout que à niveau, tu disais, il y a dans le découpage, il y a peut-être quelque chose, mais dans l'action, les scènes d'action, il y en a deux, dans le numéro. Je les trouve mollasse. Il n'y a pas de regarde, tête de Krix. Krix, on se rappelle, c'était Tolibao quand même dans la phase 1 qui était, on n'a pas apprécié Tolibao. C'était quand même stylé, quoi. Son Krix était cool, quoi, avec ses cheveux au vent, on la regarde là. Bon, tu me diras, il y a un an après la phase 3, il a peut-être changé, mais... Ouais, il faut dire que son style de dessin de personnage, c'est des personnages très minces, très longs. Oui, ils sont tous minces. Ouais, ils ont tous... Puis minces avec, tu sais, l'impression qu'ils portent tous du triple XL, là, leur espèce de veste, là. C'est trop bizarre. Ouais, mais là, tu sais, il est en prison, là, donc il ne faut pas trop en demander non plus. C'est peut-être ça. Ouais, bon, bref, on est peu déçus par elle. Mais voilà, vous le verrez, Nick Bolkenshire, on le verra. Alors, c'est un style, alors le niveau de couleur, je ne sais pas si c'est le même à la couleur, mais c'est déjà un peu plus... l'ambiance est là, quoi. Déjà, il te met l'ambiance. Ça, aux couleurs, c'est la même personne. Ouais. Ça, voilà. Comme quoi, c'est pas que la couleur, il y a l'ancrage et le dessin qui est même important. Et que je trouve là beaucoup plus marqué, avec notamment des ombrages. Tu vois, Nick Bolkenshire, on l'a déjà vu encore une fois dans les Adventures et dans les Hyperspace. J'aime beaucoup son style. Et dans les Tales of aussi, de Cavan Scott, les trucs un peu plus horrifiques, il est très bon pour jouer avec les ambiances justement un peu plus sombres. Et je préfère ça. Oui.
Voilà. Mais là Voilà. aussi, j'ai beaucoup de mal avec des fois avec des visages là, qu'il fait. Là, Ouais, c'est t'as pas raison. ça Ouais, ouais. passe. Il y a quelques visages, ouais. Ça vaut pas Elisa Romboli, encore une fois. On aurait voulu qu'Elisa Romboli soit plus présente dans les aventures, mais c'est pas le cas. Mais voilà, j'aime quand même souligner cette page-là. Je vais te montrer cette planche, le fameux attentat À la fin, de ouais, contre Mark voilà, Hamill. voilà, qui est même quand même super stylé. Ah, il faut dire que oui, c'est vrai que j'avais oublié que Krix avait changé de coiffure entre-temps. C'est pour ça qu'il a une gueule un petit peu dégueulasse en phase 3. Il s'est rasé le côté, il s'est laissé une mèche. C'est assez spécial comme style, mais ouais, voilà, son Mark Hamill est quand même bien stylé Ouais, à ça, oui. Nick. Et puis cette scène-là est quand même stylée. J'ai bien aimé avec le fameux alien qui vient s'interposer, et donc la fameuse page où tu dis que Krix, il n'a pas survécu à Non. cet attentat raté donc sur Mark Hamill. Voilà, voilà, pour Nick. Ouais, c'est ça. Moi, je reconnais le talent, c'est juste que c'est un style qui me rejoint vraiment pas. Là, Ah ouais, t'accroches pas non, plus que c'est ça. ça. Question de style de dessin. Ouais. Mais bon, après, c'est très subjectif. Là. Il y en a qui Oui, vont ouais. peut-être adorer. Moi, ça me fait penser à du vieux. Ça fait un peu Des bandes vintage. dessinées un petit peu, je sais pas, là, à la Archie un peu, Ouais. des choses comme ça. Oui, je suis Ouais, d'accord, ouais. Ouais, ouais, ça fait un peu plus papier, vieux sur yeux papier comics. mat Ouais, et presque ouais. papier journal, là, tout ça. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un petit côté vieillot, ouais, effectivement. Mais au moins, ces phases d'action sont aussi plus, elles ont plus de peps, quoi. Ouais, Bref. Voilà c'est pour vrai. les deux Et pages. ben écoute, est-ce qu'on attaque l'annual? Ouais, alors l'annuel, on va la résumer ça vite fait. Je résume toutes les histoires, donc tu veux t'arrêter par chaque Ouais, une par une, et une puis par une. on donne un avis très rapide, on passe à la suivante. Une par une. Une par une. Alors attends, que je retrouve parce que c'est pareil dans les notes, c'est aussi le bordel que dans le tome. C'est pour te dire. Tac, tac, tac. Déjà, on va dire que la première nouvelle. Attends. Elle est là. Là, voilà. La première histoire, donc, c'est écrite par Charles Soule et sa fille qui s'appelle Rosemary Soule. Et Rosemary Soule, j'ai dû faire quelques recherches parce que c'est compliqué de trouver des infos sur elle, effectivement, parce qu'elle est encore adolescente. C'est pas C'est une quand même une autrice. bonne chose que ce soit compliqué à trouver. Voilà, c'est quand même rassurant, qu'il la protège quand même. Mais j'ai vu quelques interviews de papa et sa fille, et c'est rigolo parce qu'elle a un peu l'âge, elle est un peu plus jeune que ta fille à toi, Francis, mais il me faisait penser un peu à toi et Tamara qui participent à ce en direct de temps en temps. Bref, et en fait, Rosemary, moi j'ai appris qu'elle avait déjà travaillé sur une œuvre, La Lotte République, un roman, non pas un roman, un livre illustré pour vraiment tout petit, que je vous montre là en miniature, si vous avez l'image, qui s'appelle Jedi Brave in Every Way. Alors ça, aucune idée s'il sortira un jour en France ou s'il est déjà sorti, parce que c'est un livre illustré de la phase 1. Ça date déjà de la phase 1, donc elle était encore plus jeune, elle va avoir 16 ans, je crois, quand elle a écrit ça. Et ce qui est rigolo, on peut le voir déjà sur la cover de ce livre-là. Elle avait utilisé les trois, alors c'est des Youngling, c'est pas des Padawan encore, trois personnages de Youngling qu'on voit ici. Et donc je vais te rappeler les noms parce que j'avoue les avoir oubliés. Donc c'est Bree, John et Toko, qui sont des personnages qui apparaissent de temps en temps dans quelques œuvres de la Haute République, là, en Des phase 1, en petits phase caméos. 3, Ouais. qui font des petits caméos, qui sont jamais trop présents, mais qui sont quand même là de temps en temps. Et donc là, qui sont au centre de cette première nouvelle en mode comics, de premier one-shot comics. Et c'est une La seule histoire chose ultra que je basique. reprocherais, c'est qu'un des trois est une mini-version de Lula. De Lula en version phase Ah 3 oui, aussi. Là. effectivement. Donc, la petite fille noire, c'est le même style, même coupe C'est de vrai. cheveux, gros afro énorme. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est peut-être exprès justement que les autres personnages répètent son nom sans arrêt. Brie. Comme ça, tu Ouais. sais que tu n'es pas en présence de Lula. Ouais, c'est ça. Et après, bon, l'histoire, ça va être très rapide, hein, c'est voilà, les trois petits Jedi qui sont sur Eriadu, si je dis pas de bêtises, ou je sais plus où, mais en tout cas, qui sont avec Bucket of Blood, et donc qui vont devoir assister pendant la bataille contre les Nihil, un groupe de civils qui va se faire enfermer dans un bâtiment, qui vont devoir les aider. Et donc, il y a un petit alien qui va s'étouffer avec un popcorn alien, en quelque sorte aussi. Oui, il y a des Et bestioles dans le popcorn. Ouais. voilà, c'est comme un être vivant, tu vois, popcorn vivant. Et donc, un des trois, je crois que c'est Bray d'ailleurs, c'est celle la plus importante des trois, qui va l'aider en sortant, grâce à la force, le popcorn du corps de De ce ta jeune gorge, homme. ouais. Voilà. Et tiens, pour info, encore une fois, sur Rosemary Soule et son papa, lors d'une interview, on avait posé comme question quels étaient vos personnages Star Wars préférés. Et donc, si Soule a mentionné donc Palpatine, je ne sais pas si on l'a déjà dit ça, mais Charles Soule, son perso préféré, reste Palpatine, donc Team Loïc. Et ben, la petite Soule, Rosemary, elle, son perso préféré, c'est Jar Jar. Voilà. Ah. Comme quoi,
Et comme ma fille qui adore Jar Jar aussi, ben voilà, il y a encore des fans de Jar Jar, ça fait plaisir. On aime beaucoup Mhm. Jar Jar. Ah, Voilà. les plus jeunes aiment Jar Jar en général. Non, c'est vrai, c'est un personnage qui marche très bien sur les jeunes. Et donc voilà, donc pour cette petite histoire, t'en as pensé quoi, toi? Il n'y a pas vraiment d'importance pour le lore, on va Pour dire. une mini-histoire d'un annual anthologie, c'était très bien. Ouais, voilà, pour du jeunesse en plus, voilà, eux, ils ont compris ce que c'était quand une audience Voilà, jeunesse. c'est C'est ça. parfait. C'est On parfait. prend pas, c'est ça, tu sais, là, c'est des enfants. Où est-ce C'est qu'au des enfants. début, puis Mm. tu sais, on en a déjà parlé, hein, mais la chronologie ne fonctionne pas au niveau de l'âge des personnages dans la série Les Aventures. Parce qu'au début, on croit que c'est des jeunes, limite enfants, là, ou tu sais, tout jeunes ados. Mais là, dans la phase 3, ils se marient, limite, ils ont des enfants, là, tu sais. Je veux Ouais, ouais, dire, ouais. C'est vrai. ils ont pris 10 ans en 3 ans C'est de vrai. chronologie normale. Bref, petit encore, là, mais c'est ça. Au début de la phase 1, il était présenté sous forme vraiment de plus jeune, là, tu sais, mettons du 12 ans peut-être. Ouais. Alors qu'ici, ben, tu as raison. Ils ont compris. On va. En tout cas, ça vise le même public que les Young Jedi Adventure, à mon avis. Ouais. Ouais, et en plus, niveau art, Très joli. encore une fois, voilà, c'est très joli, c'est très coloré, c'est parfait pour du jeunesse. Ça ressemble un petit peu au. Je me demande si c'est pas le même. Nanana, et oui, si je dis pas de Je dirais que bêtises. c'est Andy Dugan si je Voilà, me c'est fie ça. à ce que j'affiche à l'écran. Parce que j'allais te dire, ça ressemble au fameux Young Jedi Adventure que j'ai lu en WhatsApp, et c'est exactement le même style, donc Ah, c'est Andy Duggan. Donc parfait. Pour le jeunesse, lui, c'est un très très bon dessinateur, donc parfait. Voilà. excellent. Deuxième histoire. Deuxième histoire. Attends, en plus, j'aurais dû préparer ça mieux, Francis, je suis vraiment désolé, mais j'ai les résumés et les specs séparés, en fait. On aurait dû préparer ça plus. Voilà, donc l'histoire, c'est Drigid Pars et sa sœur, non, la petite sœur Tarkin, voilà, qui vont remplir un des trous qui manquait dans le scénario de la série principale là, des aventures, encore une fois, de Ouais. Holder. Donc on a Drigid Pars juste avant la bataille d'Eriadu. Donc il va être en contact avec Emelsin Tarkin, qui est donc la petite sœur de la Tarkin qui a pris un petit peu le lead sur la planète. Cette histoire donc fait carrément le lien avec le tome 4 qu'on a chroniqué récemment. Donc Drigid qui trahira les Nihils, donc ça on le sait déjà parce qu'on a déjà lu le tome précédent, avait en fait Emelsin comme contact sur Eriadu. Et là, donc, on en apprend un peu plus sur cette alliance. On a le gardien et ses Nihil qui vont surprendre Drigid faire comme un deal avec Emelsin. Mais Drigid, elle est quand même balèze, tu vois, elle va quand même faire style qu'elle est full Nihil et qu'en fait, non, en fait, elle veut Elle l'a trahir. capturé. Voilà, Emelsin et la République, machin. Donc là, on a quand même pas mal de bastons dans ce petit one-shot. Et Emelsin va s'échapper dans les rues de la ville, va être poursuivie par Drigid, voilà. Et Drigid va réussir à ruser le gardien pour protéger sa couverture. Au final, elle fait passer, comment ça s'appelle, Emelsin fait passer un datapad, non, pardon, c'est Drigid qui fait passer le datapad au Tarkin, et c'est le fameux datapad qu'on voit dans le tome 4, qui permettront d'aider la République face aux Nihil lors de la bataille d'Eriadu. Voilà. Ouais, c'est ça, puis c'est extrêmement lié ou connecté, peu importe, là, avec la nouvelle Cracking the Mask qui suit justement moitié personnage de Drigid et moitié personnage de Roux, mais on a aussi la présence de Emelsin Tarkin, donc voilà, ceux que ça intéresserait. C'est tous des nouveaux personnages qui datent uniquement de la phase 3, hein, Ouais. donc mais ceux qui prennent tout, ils sont aussi dans les livres jeunesse qu'on n'a pas mentionné. Il y en a pas un aussi qui est dans un des audio-dramas sur Amazon, là, les Audible exclusives, où je me mélange là, de personnages, mais bref. C'est relativement dur à suivre, mais en voyant sur Valo, là, les Red Scarlet Skull, les voilà, Crânes ça. écarlates. C'est ça, c'est comme l'ami d'enfance de Drigid, en tout cas. Fait que c'est ça, c'est beaucoup d'œuvres qui se recroisent. Et comme on disait tantôt, c'est que des numéros de la série principale aussi se déroulent entre un et l'autre. Fait que c'est ça. Si vraiment vous voulez tout prendre chronologiquement, là, avec cet annuaire-là, c'est d'autant plus compliqué.
C'est une petite histoire qui aurait très bien pu fit dans la série régulière des aventures, encore une fois. Ouais. Et là, on le voit à l'écran, mais niveau art, c'est pareil. Vous le verrez dans ce one-shot, dans ce annuel 2025, pardon, j'avais dit 2023, mais c'est bien 2025 l'annuel. C'est pas si vieux que ça. Tous l'équipe dessinatrices sont très très bons. Je trouve que ça fit parfaitement dans toutes les histoires. Là, je sais plus qui c'est qui fait ce numéro-là. C'est Liana Kangas. Voilà. Liana Kangas avait fait, avec Nick Bokenshire, justement, les Star Wars Adventure, notamment. Elle n'a pas fait grand-chose à part ça dans du Star Wars. Elle a fait beaucoup plus de Star Trek, par exemple. Mais voilà, son style est, encore une fois, très adapté à du jeunesse. C'est peut-être un style qu'on aurait voulu voir dans la série régulière plus souvent, quoi. Donc, voilà. Excellent. 3e numéro. Alors, attends. Pas numéro, là, mais 3e mini-histoire. Ouais. Alors, attends, il faut que je... Oh là, je suis vraiment... Les suivants, c'est un petit peu moins, élaboré. Voilà. Alors, Zoraida Cordova, déjà, c'est elle qui écrit cette histoire-là. Et Zoraida... C'est le roman Convergence, ouais. C'est ça. Et là, je me rends compte que je peux plus ouvrir mon... Oh là là, problème technique. Je peux plus ouvrir l'écran de StreamYard, je sais pas ce qui se passe. Vas-y par le partage à l'écran, là, Jean, Ok. Que tu es prêt, là? Voilà, je crois que mon ordinateur, à force d'ouvrir, fermer les notes, il a bugué. Bref, j'ai en tout cas la 3e histoire de Zoraida Cordova, donc qui narre les aventures de Churro le Hutt, du roman jeunesse qui vient de sortir, qui sort bientôt, je crois, en France, Gare au sans nom, de la même autrice d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est Zoraida Cordova qui a écrit ce roman Bibliothèque verte, qui est aussi présent dans le tout dernier Valiant Vo là, de Justin Harrell. Et qui est un jeune Hutt scientifique qui a appris à parler basique quand même, c'est pas mal, et qui est sur la planète Erudak pour trouver une plante qui pourrait sauver Nal Hutta, qui est la planète des Hutt, on se rappelle, donc sa planète à lui. Nal Hutta qui a récemment été attaqué par les Drengir. Churro va y rencontrer un Jedi là, et vont ensemble explorer une grotte pour trouver au final ces fameuses plantes qui sont en fait à moitié des plantes, à moitié des êtres conscients. Donc Churro va apprendre qu'il ne peut pas vraiment les embarquer avec lui sur Nal Hutta, sous peine de détruire Erudak. Et comme c'est un Hutt au bon cœur, c'est le plus gentil des Hutt, Churro va les laisser là et essayer de trouver un autre moyen de sauver Nal Hutta. Voilà. Écoute, c'est en droite ligne avec ce qu'il y a dans le fameux roman que tu parlais, là, Gare au sans nom, Beware the Nameless. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, c'est un personnage que je trouvais un peu farfelu, là, d'un Hutt qui porte des vêtements d'ailleurs, là, qui porte un jacket. Et qui parle, mais bon, c'est ça, au fil des petites histoires jeunesse, j'ai trouvé que c'était bien intégré, tout ça. Donc, c'est quand même intéressant, surtout pour les plus jeunes. C'est parfait, surtout que là encore, niveau art et couleur, là, quand ils rentrent dans la grotte, là, la fameuse grotte, je trouve ça superbe, c'est magnifique, c'est des couleurs fluo, t'as l'impression de voir une espèce de pyramide à la Daft Punk, là. C'est vrai, ouais. C'est très très flashy, c'est superbe. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Churro, qu'on a eu que dans 2 petits romans, mais qui est très agréable. Ça fait plaisir d'avoir un Hutt bienveillant, on va dire. C'est souvent les Hutt, c'est un petit peu... Donc très très cool de le retrouver là, c'est un parfait personnage de roman, de comics jeunesse, donc très très cool aussi. Voilà. Ensuite, on passe à la suivante. Donc c'est Karen Scott qui écrit la 4e histoire. Donc là, focus sur le baron de Boulan, donc intéressant, qui se retrouve là dans une prison de la République, capturé par les Jedi dans la série régulière, les Haute République là, de Karen Scott, ainsi que c'est plutôt dans l'audiodrama d'ailleurs, je crois qu'il est capturé, je sais plus, mais qui est aussi le Scott. Non, je crois que c'était à la fin de la série comics principale. Genre. T'as raison, ouais. Maintenant, je vois la dernière page du tome où tu le vois capturé par les Jedi, effectivement. Ouais. Et donc là, on a un petit flashback de lui quand il exerçait chez Nihil. Donc, on verra aussi dans ce numéro-là, et très intéressant ce numéro, celui qui m'a le plus plu. Et on voit les origines de la première Children of the Storm, donc les enfants de l'orage, comme il aime les appeler. C'est les sbires les plus fidèles du baron Boulan, en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme son petit clan personnel d'enforceurs, on va dire, qui se promènent avec des nameless. Là, des nameless. C'est un peu les scientifiques, les seconds de Boulan. Comme Markion a ses Shi'ar, lui, il a ses Children of the Storm. Et là, donc, c'est H-Tar, donc qui est un perso Ashtar, je ne sais pas comment tu prononces ça, qui est un perso déjà vu dans la série régulière, on se rappelle. Et donc là, qu'on retrouve avant qu'elle soit sous le contrôle de Boulan. Et c'est super intéressant, encore une fois, Karen Scott, il est trop balèze, quoi. Dans une petite histoire de quelques pages, il arrive à faire un twist de fou, c'est génial. Mais qui est lié aux comics adultes de Marvel et non pas aux comics jeunesse. Tu as raison, effectivement.
Et donc là, ce qui est cool, on vous raconte l'histoire si vous avez passé cette histoire-là. On apprend qu'elle sera la toute première, mais en fait, qu'elle était à la base une bounty hunter recrutée par. Alors, c'est un personnage qui s'appelle Krull. Il n'y a pas trop de voyelles dans son nom. Krull, Krull, c'est marrant, c'est un Nazar. Et les Nazars, c'est des aliens humanoïdes avec une tête de cheval, qui est une race qui est créée par Cavan Scott d'ailleurs dans la Haute République. C'est pas une race de Legend ou quoi que ce soit, mais c'est un corps d'humain avec une tête de cheval, c'est intéressant. Alors Krull, lui, il va aller sauver sa sœur Akray. Et Akray, elle est fort sensitive et donc elle est sujette aux expériences de Boulan, comme Edgetar. On apprend que Edgetar aussi, elle est fort sensitive. Et en fait, ils arrivent dans la station du baron. On voit Akray là sur la table d'opération, et là, Krull va trahir et neutraliser Edgetar pour la livrer au baron, pour l'échanger contre sa sœur, tu vois. Il avait déjà fait un deal avec le baron pour échanger sa sœur contre une force sensitive plus intéressante pour le baron, pour ses expériences. Et voilà, le numéro finit comme ça, enfin la one-shot finit comme ça, où on retrouve Edgetar sur la table d'opération, prêt à se faire transformer, comme on l'a vu après. Elle est complètement inconnaissable dans le comics de l'autre public. Je trouve ça génial. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Oui, j'ai beaucoup aimé. Graphique, tu n'as pas parlé, par contre, on retrouve Nick Brokenshire. Donc, si j'ai moins aimé tantôt, j'ai moins aimé ici aussi. Là, même si l'ambiance horrifique, comme tu disais, là, des fameux spéciaux Halloween que Cavan Scott fait chaque année, on la retrouve ici. Puis écoute, moi, sur le baron Boulan, je pense que tu l'as mentionné, hein, c'est le fameux ministre des Sciences ou de l'innovation, je ne sais plus quoi, des Nihil, qui est un Itorien. Ben, écoute, moi, il a fallu, j'avais complètement oublié, je ne sais pas pourquoi, mais c'est en relisant en français, hein, parce que pour rappel, j'écoute les livres à l'audio en anglais et je les relis une fois que je les ai en physique en français. Et c'est en relisant la phase 2 que j'ai réalisé en fait que Boulan est dans la phase 2 en tant qu'enfant. Donc, c'est un enfant du clan, pas clan, là, mais le chemin de la voie de la main ouverte qui devient la voie du poing fermé. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. Écoute, j'avais pas fait le lien ou je l'avais complètement oublié. Puis c'est ça m'a. Ah, ok, oui, un Itorien qui s'appelle Boulan, ça me dit quelque chose. Oui, c'est le fameux gamin qui va faire péter les souterrains de Dana. Des explosifs, c'est ça. Ouais, non, c'est cool, hein, de le revoir là. Fait que moi, j'avais bien aimé, mais c'est ça. Ça, c'est très lié à la série La Haute République du côté de chez Marvel. Donc, la série plus adulte. Là. Ouais. C'est ça. En même temps, c'est un annuel. Là, on ne parle pas vraiment d'un one-shot, c'est un annuel. Donc, c'est le concept, on le rappelle. C'est un numéro qui sort en début d'année, plus long que d'habitude, avec plein de petits one-shots qui apportent juste des petits compléments pour les fans. Et ça, je trouve pas ça déconnant, contrairement au one-shot précédent, d'avoir des petits détails sur. Tu vois, là, c'est un personnage complètement secondaire. Et Edgetar, on s'en foutait un petit peu dans la série régulière. Et là, voir son background, parce qu'on se rappelle, c'est elle qui capturait la petite gamine force sensitive, là, des mains de skier et tout. Effectivement, quand ça apparaît dans le premier numéro là, de cette série-là, de la Haute République chez Marvel, tu fais, mais c'est qui ça? C'est quoi ces personnages-là? Les Children of the Storm, c'est ça? C'est ça. Quand tu fais les liens, tu es là, ça fait plaisir. Voilà. Donc, bref, passons au suivant qui, quand je disais que ça avait été moins élaboré, je pensais surtout à celui-là, donc sur Vernestra. Ouais, voilà, un petit peu la plus décevante des 5, donc c'est Justin Ireland, tiens. Donc il reprend pourtant son personnage fétiche, hein, Vernestra Raw, qui là est là, il y a un petit flashback d'elle en train de méditer et qui se rappelle un moment sous la tutelle de Stellan Gios, qui se rappelle Gios, donc on se rappelle être son maître, dans une mission un petit peu random où le duo doit protéger un groupe de pèlerins dans le désert. Là. Ouais, écoute, mon interprétation, c'est que, parce qu'on pour spoiler, vu qu'on est en partie spoilers, elle va tuer un méga scorpion gigantesque, grand comme une maison. Mais écoute, ça m'a surpris, venant de Justin Ireland, que la morale ne soit pas qu'il fallait sauver la vie de la pauvre bestiole qui essaie de te tuer. Ah, c'est vrai. Là, c'est pas du tout ça. Là, vraiment, Stellan Gios, puis c'est elle tape dans le tas pour les tuer. Voilà, là, c'est plus, je pense qu'elle n'aime pas les scorpions. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il l'a interprété, pourquoi pas. Oui, effectivement. Non, la New York, elle, c'est une pure New-Yorkaise, hein, donc il n'y a pas beaucoup de scorpions à New York. Donc, voilà. Ce sont des pets, généralement, je ne sais pas. Bref, non, mais là c'est vrai que c'est une histoire sans vraiment d'importance. Non, la morale, ça serait peut-être plus parce que Vernestra pense avoir échoué la mission parce qu'elle n'était pas assez forte pour combattre et pour protéger les pèlerins. Et là, Stellan va juste la rassurer en lui disant que ça fait partie de l'apprentissage, l'échec fait partie du truc. Donc voilà, c'était moyen plus, qu'on va dire. Heureusement que les dessins, encore une fois, sont encore sympas. C'est Colin Cracker qui dessine, et lui, c'est son premier job en tant que Star Wars. Il n'a jamais fait autre chose que cet annuel-là, donc c'est drôle.
Mais voilà, encore une fois, c'est très coloré, c'est sympa, il y a des bestioles, mais ça apporte rien à l'histoire générale de la Haute République. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est pas 6 petites histoires, c'est 5. Pardon, 5, oui, effectivement. Donc voilà, Chercher voilà. la 6e stick. Il y a une 6e bonus quelque part. Dans l'imagination de Jean, c'est ça. Une Voilà. 6e. Excellent, Jean. Je pense qu'on a pas mal tout dit, à la fois graphique. On n'a pas parlé des couvertures. Les covers. Alors, je suis vraiment désolé, là, je suis bloqué, là, je peux plus accéder à StreamYard, il y a que juste le son et les de mémoire. Donc, aux Donc, couvertures, c'est la dessinatrice, là, tu l'as mentionné tout à l'heure, là, du numéro. Là. Oui, voilà, c'est Rachel Aragno. Voilà, c'est Rachel Aragno qui fait malheureusement les 2 covers de Crash et je j'y trouve pas super et je trouve ça dommage que Panini comme Dark Horse n'ait pas choisi la cover de l'annuel que je trouve magnifique. Ouais, beaucoup plus beau. Ouais. Ouais, juste à l'occasion de la montrer, oui, voilà, heureusement que tu l'as. Et là, il faut nommer quand même les artistes de cette cover-là, c'est Eduardo Francisco et Augusto Grillo. Alors si le dernier n'a pas fait grand-chose, c'est plus un assistant sur cette cover-là. Eduardo Francisco, lui, on l'a vu très très souvent parce que c'est lui, rappelle-toi, qui faisait notamment les graphic novels. Tu sais, c'est les éditions jeunesse de tous les films, séries qui sortent, Mandalorian. Ouais, c'est des petits livres pour enfants. Voilà. Ouais. C'est les adaptations de séries et films. Il y a un petit peu de texte sur une page pleine images. Là. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est lui qui faisait les covers de ça et avec un style très encore une fois jeunesse, donc parfait. Et là, sa cover est impressionnante. Moi, je comprends pas pourquoi. En plus, t'as tout, tu vois, t'as tous les personnages, c'est vendeur plus que Crash. Surtout qu'il n'y a pas Crash dans le titre du tome français. Bref. Ouais, là, c'est ça, effectivement. Mais écoute, personnellement, moi, ces 3 numéros-là de comics, là, donc l'intégralité de cet album-là, je l'aurais inséré dans les numéros de la série principale. Mais bon, comme je disais, à mon avis, Panini s'est demandé si justement, vu le public cible, il était peut-être mieux de faire des albums pas trop longs. Peut-être. Parce que rappelons que c'est une règle, c'est pas spécialement chez Panini, mais plus il est épais, plus l'album est gros, moins il vous coûte cher. Oui, t'as raison de donc voilà, plus on fait des petits albums, plus ça va coûter cher. C'est ça, effectivement. Donc, ouais, je comprends le truc. Mais voilà, donc pour finir ça, et encore une fois, pour les one-shot et annuels, il n'y a généralement pas de variante cover, donc ce tome-là, même en VO, ne présente aucune variante cover. Donc ça allait vite comme ça. Excellent. Fait que Jean, écoute, il nous restera à donner nos notes. Tu donnerais quelle note à cette anthologie? Ça a été compliqué de noter parce que, encore une fois, Crash, c'est un personnage que j'aime bien et ça m'embêtait de mettre des notes aussi basses parce que si je notais, en fait, je ne me suis pas embêté, j'ai fait une note par histoire, notamment les annuels, j'ai noté chaque annuel et j'ai fait une moyenne. J'ai donné un 6 sur 20 au Crash Landing, là, pour dire à quel point ça, dans le système de notation de Jean, c'est un désastre total. Ouais. Non, vraiment, j'ai pas compris. J'ai pas compris que ce soit la narration, bon, on va pas revenir dessus, mais les dessins déjà, mais la narration, j'ai pas compris où est-ce que Holder, là, c'est vraiment un des pires travails d'Holder pour moi. Un 14 sur le second, par contre, j'ai beaucoup, tu vois, c'est Holder sur le second, mais j'ai vachement plus apprécié, c'est trop bizarre avec lui. Ouais, je te dis, l'assassinat de Raw, les manigances avec Krix et Crash, ça m'a quand même un peu plu, tu vois. Et les 5 petites histoires, ça a fait une moyenne au total de 14,5, un peu plus, entre 14 et 15, tu vois, tous ces petits one-shots, pour au final, un tome à 12 sur 20. Donc je vais m'arrêter à ça, je trouve que 12 sur 20, ça reste ce que ça vaut, je pense. C'est souvent la note de passage dans beaucoup de... Voilà. Donc, vous arrêtez pas au premier numéro, continuez, ça va aller mieux. L'annuel fait le taf. Heureusement, comme tu disais, heureusement que la bataille d'Eriadou est dans le tome 4, là, heureusement que j'allais dire le wedding, mais non, arrête avec ton wedding. Mais en partant, une anthologie de one-shot, c'est toujours des à côté. C'est jamais la seule chose, comme on disait, qui est bizarre là, avec la Haute République, phase 3, c'est à quel point ils mettent des morceaux de casse-tête quand même importants dans des à côté. Donc, c'est juste ça. Ah oui, oui. Alors en plus, voilà, comme je t'ai dit, tous les auteurs de l'annuel sont des auteurs que j'aime beaucoup. Il y a même Alyssa Wong dedans, il y a Zoraida, il y a Charles, il y a Cavan, il y a Justina quand même. Hein. Bref, donc on aime l'annuel. Donc heureusement qu'il est là. Et toi? Excellent. Écoute, moi, ça ne sera pas la pire note de la série Star Wars, La Haute République, Les Aventures. Évidemment que ça va être très, très loin de la meilleure. Je vais lui donner un 5 sur 20. Pour moi, c'est ça. Tellement d'éléments ne vont pas que le 5, c'est pour les petits points positifs, là, par exemple dans l'annual ou des choses comme ça.
Mais c'est ça, énormément de choses qui vont pas, puis ce n'est pas que la faute de Daniel Roseholder. Et ce n'est pas que la faute des artistes, parce que même au niveau décisionnel, je pense qu'on l'a assez expliqué aujourd'hui, là aussi, pour moi, ça perd des points, ne serait-ce que pour l'aspect stratégie de comment on raconte une histoire. Encore plus quand c'est destiné aux plus jeunes. Fait que voilà. 5 sur 20 qui est dans pas mal la même lignée que le reste de cette phase 3-là du côté de la Haute République, les aventures. Fait que Jean, si je te demandais, on n'avait pas de notes, non, de commentaires du reste de l'équipe. Je pense que certains étaient bien contents d'éviter de lire ça et de critiquer ça. Ben, qui c'est qui suit cette série-là encore? Parce que là, il nous reste un tome avant la fin de cette série. Je me demande s'il y a vraiment des auditeurs quand même qui suivent. Ouais. Dans les commentaires, dites-nous-là si, par exemple, vous êtes un méga fan de Daniel Roseholder ou de la série. Ouais. Je sais que, tu sais, par exemple, moi, j'aime pas en plus le dessinateur de la série principale, Tolibao, mais il y en a qui adorent. Donc, tu sais, à ce moment-là, je pourrais comprendre, là, Mais voilà, dites-nous là dans les commentaires si on est complètement dans le champ, si de votre côté, c'est... Je sais qu'il y en a qui préfèrent... C'est quoi donc? Il me semble que j'ai vu des commentaires qu'ils préféraient la série jeunesse à la série adulte. Oh! Ah ouais, quand même. J'étais très... surprenant, mais... Mais écoute, venez nous expliquer pourquoi dans les commentaires, principalement sur YouTube, mais ça peut être sur notre Discord et compagnie. Sinon, dans les prochaines émissions, Jean, qu'est-ce qui s'annonce? Eh ben, pas mal de trucs. Déjà, on a une émission en attente là, qui devrait être enregistrée très bientôt sur les mangas de la Haute République. Le dernier tome sorti, donc Edge of Balance, Un équilibre fragile, tome 3, 4 et Prémonition. Nous avons également, donc, en roman déjà, on a le fameux roman Low Red Moon de Mai Chen qui est sorti tout récemment là, en VO, donc on va vous chroniquer dans quelques semaines, une fois qu'on l'aura bien lu, bien décortiqué. Oui, et qui, pour l'instant, si on peut teaser un petit peu, pour l'instant, ça annonce bien. Je pense que la plupart des gens ont l'air de bien aimer. Oui, pour info, petit spoiler, mais j'ai terminé en 2 jours, j'ai dévoré ce bouquin. Voilà. Ah, bon, c'est un bon indicateur. Voilà. Et en comics, on avait une 3e miniature, mais oui, la fameuse diptyque. On va vous faire 2 adaptations de Ahsoka saison 1 ainsi que de l'épisode 9 qui est sorti enfin chez nous. Ahsoka est sortie depuis quelques mois déjà, mais on a voulu la regrouper avec, comme on fait souvent les adaptations, comme pour les mangas, avec d'autres adaptations. Donc là, l'épisode 9 qui est sorti récemment chez Panini. Donc on va vous faire ça en comics, ça va être sympa aussi, très bientôt. Oui, exactement, c'est ça, les adaptations. Des fois, ça vaut le coup. Il y en a eu des pas si mauvaises que ça au final, parce que l'histoire, vous la connaissez déjà, évidemment. C'est ça. Mais c'est quelque chose qui se vend quand même, je pense, entre autres, pour le public plus jeune. Ouais. Donc, on verra si ces 2 adaptations-là valaient le coup. J'ai hâte de parler avec toi de l'adaptation de l'épisode 9. Je connais ton amour pour le film, mais là, on parle de l'adaptation. Donc, ça va peut-être être... Tout à fait, exactement. Ouais, c'est ça. Ben, effectivement, je ne reprocherai pas à la BD l'histoire du film. On s'entend. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, excellent, Jean. Puis, il va y avoir d'autres émissions, entre autres, du coup, tu mentionnais là, les interviews de Sylvain. Et c'est quoi donc qui est en préparation? C'est une 2e musique là, sur la suite des voyages planétaires. En tout cas, bref. Il y a toutes sortes d'autres Star Wars en direct qui s'en viennent. Et je l'ai mentionné vite en début d'émission, mais moi, je continue d'être ceux qui ne croient pas qu'on va avoir juste 4 romans Star Wars cette année. Donc, il y a un énorme vide. Et en plus, je ne sais pas si tu as remarqué, Jean, mais ils sont venus recoller les 2 romans qui étaient annoncés, le Eyes, les 2 romans pseudo-romantiques. Là. Oui. Ah, c'est les 2 dans le même mois, dans le mois de juillet. C'est ça. Bon, non, c'est juillet-août, non? Il y a un juillet en août. Ils ont changé. C'est comme s'ils avaient devancé au 29 août. En tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est comme si là, entre Low Red Moon, qui est sorti début février, et le mois de juillet, il n'y avait rien. Oui, il y a un gap. Donc, permettez-moi de douter très fortement de la chose. Même chose niveau comics, tu l'as dit, toutes les séries ont terminé. Oui. Et il n'y a rien qui commence ou presque. Là. Il y a eu Bad Batch, là, mais bon. Après, une petite crise chez Marvel, en tout cas. Donc, est-ce qu'il diminue la voilure un petit peu, j'ai l'impression, parce qu'il y avait énormément de séries. C'est une très bonne chose. Ouais, mais mon point, c'est qu'il sort un film Star Wars au mois de mai. Il y avait des Lego secrets aussi, que là, c'était de moins en moins secret, fait qu'ils ont fini par les publiciser aujourd'hui, je pense, ou hier, liés au film
Mandalorian et Grogu. Donc, écoute, moi, je serais extrêmement surpris qu'on n'ait pas de livres et pas de comics et pas de manga liés au film. Et ça serait l'occasion de rattraper un certain retard, parce que pour rappel, en dehors de l'adaptation officielle des épisodes de Mandalorian, il n'y a rien eu. Là. C'est encore le Mandalo-rien. C'est incroyable que la série phare qui a amené les gens sur Disney+, qui a provoqué plein d'autres séries, ont eu absolument rien là, de brodé par-dessus depuis 4 ans maintenant? Brodé. Il y a le livre de Crochet qui existe, en parlant de brodé. Ouais, il y a plein de produits dérivés, c'est ça, mais il n'y a pas de livre inédit, ni de comics inédits, ni de manga inédit. C'est vrai. Voilà. Moi, à mon avis, Jean, ce printemps, on va avoir du Mandalorian et Grogu à quelque part, soit c'est ça, en littérature en tout cas. On prend les paris. C'est ça. Donc, voilà, on vous invite, comme on disait tantôt, les commentaires, les réactions à ce qu'on a dit aujourd'hui, mais aussi, dans le fond, à où s'en va la littérature, les comics. Cette phase 3-là aussi de la Haute République, je sais que les gens ont souvent des commentaires sur la structure de cette phase 3-là. Venez discuter de ça avec nous. Et voilà, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.